J'espère que vous allez bien ma team YouTube, moi ça va très bien et je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo que j'avais vraiment trop hâte de filmer et j'ai beaucoup travaillé dessus donc j'espère qu'elle va vous plaire. Je le dis d'ores et déjà mais n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si cette vidéo vous plaît et que vous avez aimé passer ce moment avec moi. Je pense que ça va être assez long, calez-vous quelque part ou alors regardez cette vidéo en faisant la vaisselle, les lessives, je sais pas, mais il faut vraiment que vous la regardiez jusqu'à la fin, c'est ultra important. C'est le type de vidéo que j'adore le plus en fait regarder sur YouTube. Il s'agit des vidéos un peu true crime, that accent, il y a tout ce qui est crime, paranormal, disparition mystérieuse, etc. Alors je le dis d'avance, j'ai parlé de cette vidéo sur Snap, donc si vous voulez rejoindre la team Snapouille, n'hésitez pas, hein, je vous partage vraiment tout, parfois trop, mais c'est pas grave. Et il y en a sur Twitter qui m'ont dit non, moi je veux pas, j'ai peur de ce genre de vidéos, etc. Alors je le comprends, mais c'est vraiment une catégorie que j'ai envie de plus pousser cette année en 2020 parce que j'adore ça et que ben voilà, ma chaîne YouTube c'est un peu la représentation de moi, donc il n'y a pas que du make-up, on peut pas faire du make-up tout le temps. Et du coup pour en revenir à ce que je vous disais, c'est pas du tout aujourd'hui une vidéo qui fait peur, on n'est pas du tout dans ce truc de gore, de paranormal, pas du tout. Aujourd'hui c'est vraiment une disparition ultra mystérieuse, pour moi c'est une énigme en fait, c'est plus voilà comme ça que je le vois, c'est une énigme, c'est un casse-tête, c'est à n'y rien comprendre, ça a fait couler beaucoup d'encre parce que pour moi c'est la disparition la plus mystérieuse de France. Vraiment c'est une vidéo qui me tenait à cœur parce que j'ai pratiquement le même âge que la fille qui est disparue, donc aujourd'hui on va parler de la disparition d'Estelle Mouzin et c'est une disparition qui m'a vraiment choquée et limite traumatisée. On avait le même âge, j'ai vu son visage partout, tous les reportages, toutes les interviews, tout ce qu'il y a à propos d'elle, j'ai tout regardé, j'ai tout lu, j'ai tout vu. C'est vraiment dans ma construction d'adulte une histoire qui m'a marquée. Alors je sais bien qu'une vidéo YouTube ça peut pas non plus tout changer, mais au moins ça permet qu'on ne l'oublie pas. Ce que je voulais dire aussi c'est que ce n'est pas mon avis sur cette histoire là, je vais vraiment vous relater les faits de A à Z, vous dire les théories que j'ai trouvées, étant donné que c'est une histoire française. Je ne sais pas s'il n'y a pas des gens un jour qui sont concernés de près ou de loin par cette histoire qui vont regarder cette vidéo, et mon but c'est vraiment pas de froisser ou de blesser, donc je vais les dire parce que c'est les théories que j'ai trouvées et que ça serait mal faire mon travail de pas vous dire tout, mais ce n'est pas mon avis. Si cette disparition extrêmement mystérieuse vous intéresse et que vous avez envie de connaître l'histoire, eh bien on se retrouve dans quelques secondes. Madame, monsieur, bonsoir. Voilà maintenant 72 heures que la petite Estelle a disparu, les recherches se poursuivent et l'inquiétude grandit. Tous les étangs de la région sont sondés, mais toujours aucune trace de la fillette de 9 ans et pas la moindre piste. Aujourd'hui dimanche, c'est toute la population de Guermantes qui s'est mobilisée. Du côté de l'enquête, on privilégie la thèse de l'enlèvement. Cette histoire, elle prend place à Guermantes en Seine-et-Marne et ça se passe en 2003. Le 9 janvier 2003, aux alentours de 18 h, il y a la petite Estelle Mouzin qui sort de l'école avec deux de ses amis. Elle habite pas très loin, dans un quartier un peu résidentiel, un peu calme, enfin voilà, c'est pas un quartier où il se passe des trucs de fou. En même temps, Guermantes c'est assez petit, c'est une espèce de village et quand il se passe un truc qui sort un petit peu de l'ordinaire, les gens le remarquent. Donc vers 18 h, elle commence à faire le trajet avec deux de ses amis, puis il y en a une qui dévie et qui prend sa propre route. Elles sont plus que deux. Et ensuite vers 18 h 20 au niveau de la boulangerie de Guermantes, elles se séparent et Estelle se retrouve toute seule pour finir le trajet. Il me semble qu'il lui reste 750 mètres, 800 mètres à faire pour arriver chez elle. À 19 h, sa maman rentre chez elle après le travail et elle se rend compte que Estelle n'est pas à la maison. Donc elle se dit c'est bizarre, normalement elle est assez carrée Estelle, et après l'école elle rentre tout le temps, après peut-être possiblement elle est rentrée chez une copine, elles sont parties jouer, enfin bref, au début elle s'inquiète pas non plus de fou. Il y a sa grande sœur de 16 ans qui est à la maison, faut savoir que les parents d'Estelle étaient en instance de divorce au moment de la disparition, c'était une séparation un petit peu conflictuelle, de toute façon des divorces qui se passent bien en général c'est assez rare, donc voilà, c'est pas non plus la grande entente au niveau des parents. Les deux filles, donc Estelle et sa grande sœur de 16 ans vivent avec la maman et le grand frère lui vit avec le papa. Donc son père et son grand frère sont à une 60aine de kilomètres il me semble. Donc sa maman quand elle voit qu'Estelle est pas là, elle commence à passer des coups de fil, elle appelle ses copines, les parents de ses copines et elle se rend compte que personne ne sait où est Estelle. À partir de là elle commence un petit peu à s'inquiéter parce qu'elle se dit attends, Estelle elle est quand même assez mature, responsable, elle nous ferait pas ce genre de frayeur, elle n'est pas partie se balader toute seule. Là elle décide de prendre sa voiture et elle retrace un petit peu tout le chemin, elle refait le chemin qu'Estelle fait habituellement, donc de la maison à l'école puis de l'école à la maison. Elle commence à faire un peu le tour du quartier, elle regarde un petit peu partout et elle ne la voit pas. Faut savoir que c'était en janvier 2003, il faisait très froid à cette période, donc les rues étaient un petit peu désertes, tous les gens étaient cloîtrés chez eux et c'était hyper calme. Une heure plus tard, sa maman décide d'appeler le père d'Estelle pour lui dire
Estelle n'est pas là, n'est pas rentrée à la maison, je sais pas où elle est, je commence à paniquer. Et là le papa dans plusieurs interviews a dit que dès qu'il a eu ce coup de fil, il sentait que quelque chose de grave s'était passé et je pense que ça s'appelle juste l'instinct de parent. Et donc il a pas cherché à comprendre, il a pris sa voiture, il a fait les 60 km et il est arrivé le plus vite possible à l'endroit où habite Estelle. Vers 21h30, ils appellent la police, ils préviennent de la disparition et au tout départ, la police pense à une fugue. Mais au bout d'un moment, à force de parler, ils se rendent compte que c'est pas du tout dans le caractère d'Estelle, que c'est pas du tout possible et ils commencent à vraiment prendre au sérieux ce cas de disparition et vite ils en viennent au fait qu'elle s'est sûrement faite enlever. Donc ils commencent à faire des signalements, ils commencent à faire des recherches, plusieurs policiers, plusieurs personnes sont dans le village en train de la chercher de partout, ils refont le chemin de l'école, les autres routes possibles, ils regardent dans les fossés, ils regardent partout parce qu'on sait jamais, comme je vous l'ai dit, il faisait très froid, il y avait du verglas de partout, c'est fortement possible qu'elle ait glissé, elle soit tombée, elle soit cassée une jambe, elle puisse plus avancer. Donc ils ont vraiment fait tout le village et à 3h du matin ils ont arrêté les recherches. Par rapport à cet arrêt de recherche, il y en a plein qui ont pas compris, qui ont dit mais on a perdu du temps, c'est complètement bête, les premières heures c'est les plus importantes, mais il faut aussi se mettre à la place de tout le monde. Encore une fois, il faisait très froid, il faisait très noir et ça aurait été un peu fatigué tout le monde pour rien. On a fait le tour, on voit rien, bon on va se reposer et on fera des recherches intensives le lendemain matin. Ces recherches ont été très intensives mais vraiment il y avait un étang qui était complètement gelé, complètement glacé, ils ont découpé des plaques de glace avec une tronçonneuse, ils ont appelé des plongeurs qui ont fait tout l'étang, ils ont cherché dans les bois, il y avait la police, les pompiers, les chiens policiers, je sais pas, est-ce que ça se dit, bref, les chiens, il y avait même un hélicoptère, donc c'était vraiment un gros dispositif et au bout d'un moment l'armée se met même à rechercher cette petite fille. Donc pour que l'armée vienne et se déplace et cherche avec tout le monde, c'est que c'est hyper pris au sérieux dès le début. En tout cas ils mettent vraiment de grands moyens. Ils ont fouillé l'usine d'incinération pour voir si on trouvait pas le cartable d'Estelle, ses cahiers, ses vêtements ou même elle, mais il y a rien, aucun indice, aucun même dans le verglas, dans la neige, sur la route, aucune trace de pneus d'une voiture qui serait partie en trombe, pas de témoin, pas son cartable, pas son manteau, rien. Là on commence à sentir que déjà pour la police etc c'est sûr que c'est un enlèvement. Et aussi que ça va être une enquête extrêmement difficile parce qu'encore une fois, il y a zéro indice. Les parents participent même aux recherches. Les habitants de Guermantes participent aux battues. Donc les battues, en gros, c'est des lignes de gens qui marchent, qui avancent en fait tout simplement et qui regardent bien par terre s'il n'y a pas un indice, quelque chose. Et ça sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, il y a beaucoup de gens qui sont là pour aider en fait les parents et pour retrouver au plus vite cette petite fille. Parce que, encore une fois, les premières heures dans une disparition d'enfant, c'est les plus importantes et plus le temps passe, moins on a d'indices, plus c'est inquiétant. Ça commence à être très relayé dans les médias, tout le monde en parle et c'est ce que je vous disais, j'avais beau avoir que 8 ans, je me souviens encore des journaux télévisés où on voyait la photo, cette fameuse photo d'Estelle absolument partout et ça a inquiété je pense tous les parents du pays, tout le monde s'est mis à la place des parents d'Estelle et se sont dit mais c'est pas possible en fait, c'est quoi ce truc, parce que les jours là on commence à passer en fait, on n'est plus dans les premières heures, on est dans les premiers jours et on a toujours rien. 5 jours plus tard, donc le 14, il se passe vraiment un des trucs les plus fous je trouve en France dans une enquête judiciaire, puisque ils vont décider de faire la plus grande perquisition de France jamais connue. Ils vont essayer de trouver 600 fonctionnaires de police pour perquisitionner tout le village de Guermantes à la même date et à la même heure. Je sais pas si vous vous rendez compte de trucs de fou que c'est, parce que tout le village est perquisitionné en même temps, ça frappe aux portes en même temps, ils sont interrogés en même temps et toutes les maisons sont fouillées en même temps. Il y en a qui l'ont pas mal pris, mais il y en a que ça a vraiment choqué parce que les policiers regardaient même dans les frigos, dans les congélateurs pour voir si on trouvait pas un corps. La ville se retrouve complètement encerclée puisque au bout d'un moment ils ferment les frontières, personne ne rentre, personne ne sort, sans être interrogé, sans qu'on vérifie l'alibi, sans qu'on vérifie l'identité. Au bout d'un moment il y avait tellement pas d'indices qu'ils ont aussi décidé d'interroger les satellites. Donc encore une fois ça c'est un truc je pense qui n'a jamais été fait en France, en tout cas à ce moment là pour une disparition. Ils ont regardé les images des satellites pour voir s'il n'y en avait pas un qui passait par là au-dessus de Guermantes et qui aurait pris des images, des photos. Malheureusement rien du tout non plus. Là c'est un peu un coup de massue et c'est compliqué parce que si même des satellites ne voient rien, comment on va faire en fait. Et donc il y en a aussi qui ont critiqué un petit peu tous les moyens qui avaient été mis en place parce que tout ça coûte de l'argent quand même et au final pas de résultat. Au moins à cette date là, à ce moment là de l'enquête, on sait absolument tout ce que faisait tout le monde, on connaît les alibis de tout le monde, les identités de tout le monde, on sait dans quel état était leur maison, tout est figé, tout est bloqué, donc même si aujourd'hui ça ne sert pas
à grand chose entre guillemets. On sait pas si dans 10 ans il n'y a pas un truc qui va réapparaître et pouvoir faire concorder ça avec l'état des maisons, l'état des habitants, tout est figé. Donc au moins ça c'est dans les dossiers et c'est quand même important je trouve de l'avoir. On n'est pas à l'abri qu'un jour ça puisse aider dans le dossier en fait. Grâce à ça ils ont quand même pu arrêter un homme qui possédait des images pédopornographiques. Donc bon, ça n'avait rien à voir avec la disparition d'Estelle, mais au moins ça leur a permis d'arrêter quelqu'un qui le méritait. Au niveau des recherches aussi dans le village, j'ai oublié de vous dire que il faisait tellement froid à ce moment-là qu'il y avait eu un bulletin d'alerte de Météo France et que forcément on s'est dit est-ce qu'elle aurait pas été enterrée. Sachez que c'est pratiquement impossible qu'elle ait été enterrée à ce moment-là parce que comme je vous l'ai dit, il y a de la neige de partout. Si la terre avait été retournée quelque part, ça aurait été remarqué tout de suite. La personne qui l'a enlevée avait sûrement prémédité son coup et avait un petit peu préparé son discours, donc ça c'est un petit peu de la psychologie criminelle. Je vous rappelle qu'il n'y a pas eu de cri, il n'y a pas eu de bruit. Si ça s'était fait dans la violence, selon moi, quelqu'un aurait remarqué quelque chose, donc soit c'est une connaissance d'Estelle qui l'a enlevée et du coup elle s'est pas inquiétée, elle est montée dans une voiture parce que si elle connaissait la personne pourquoi elle aurait crié, ou alors c'est quelqu'un qui a prémédité, qui a préparé son coup, qui a préparé son discours et qui savait quoi lui dire, qui savait comment la faire monter dans la voiture sans la faire crier pour qu'elle monte en fait de son plein gré finalement. Encore une autre première fois dans une enquête en France, il y a un groupe d'enquêteurs qui est exclusivement dédié à l'affaire d'Estelle. Ils sont 8 et ça veut dire que vraiment ces 8 personnes ne s'occupent de rien d'autre que du cas Estelle Mouzin. Là ces 8 enquêteurs ils vont se mettre à faire les choses, comment vous dire, les choses un peu typiques dans une enquête, c'est-à-dire que d'abord ils vont essayer de se renseigner sur le cercle proche d'Estelle puisque dans 80% des cas les disparitions d'enfants sont liées à des problèmes familiaux. Donc les parents forcément sont soupçonnés et ils n'échappent pas à la perquisition, leurs maisons sont fouillées etc. Et d'abord ils vont s'intéresser à son papa qui est apparemment assez réservé, qui montre pas vraiment ses émotions. Pour les enquêteurs c'est un petit peu bizarre, donc d'abord ils soupçonnent le père, puis ensuite ils passent à la mère, ils soupçonnent la mère. On pourrait se dire qu'il y en a peut-être un des deux qui a enlevé la fille parce que voilà, peut-être qu'ils se battaient pour la garde, c'était un divorce encore une fois qui était compliqué et pour la famille c'était vraiment une perte de temps. Ils se sont dit mais là ils sont en train de perdre tout leur temps à nous interroger, à nous perquisitionner alors que le coupable il est dehors, il est peut-être avec Estelle et vous perdez votre temps. Donc voilà, ça la famille il a assez mal pris. Le 12 janvier il se passe quelque chose d'assez spécial, il y a sa maman qui reçoit l'appel d'un homme et c'est soi-disant un ravisseur, c'est lui qui aurait enlevé Estelle avec un de ses copains, mais lui il est vraiment hyper touché, il pleure au téléphone, il dit qu'ils vont la rendre, qu'il va la mettre dans un train et qu'ils n'auront plus qu'à la récupérer. Il dit qu'il est désolé, que lui il voulait pas, que c'est son copain qui l'a forcé et encore une fois il dit ça en pleurs et forcément les parents y croient et moi à leur place j'y aurais cru aussi. Évidemment la gare était remplie de policiers de partout, ils ont fouillé plein de gares d'ailleurs et malheureusement quand le train est arrivé, Estelle n'était pas dedans et il s'est avéré que c'était un canular. L'homme a été retrouvé parce qu'il avait passé son coup de fil je crois d'une cabine téléphonique si je me trompe pas. Ils ont retrouvé cet homme et apparemment il avait des problèmes psychologiques et il a été condamné pour ça, je crois qu'il a eu 2 ans de prison si je me trompe pas. Moi je me dis qu'il y a quand même des choses qu'on peut pas inventer. C'est quoi cette histoire de oui c'est mon copain qui m'a forcé machin et tout. Je trouve ça assez étrange et je sais pas si après ils ont essayé de fouiller dans l'entourage de cet homme pour savoir si effectivement il n'y avait pas un autre homme, un de ses amis qui était aussi pas très net. Après peut-être que vraiment effectivement il avait des gros problèmes psychologiques et qu'il l'a tout simplement inventé, mais moi au début quand j'ai appris cette histoire je me suis dit mais c'est bizarre qu'ils aient pas fouillé dans son entourage. Enfin bref, 6 mois plus tard il y a le témoignage d'une petite fille qui a été abordée par un homme dans une camionnette blanche et ça c'était 3 semaines avant la disparition d'Estelle. Ils ont cherché toutes les camionnettes blanches de ce type dans la région et il n'y a aucun indice qui a été trouvé, mais surtout grâce à ce témoignage ils ont pu faire un portrait robot et ça c'est des fois ça sert à rien mais des fois ça sert quand même les portraits robots. Donc voilà à quoi ressemblait l'homme qui a abordé cette petite fille. C'est un peu le premier vrai élément qu'on a même à donner au public pour que eux puissent essayer de faire des connexions dans leur tête, de se dire bah ça c'était bizarre et peut-être que c'était cet homme là. Pour une fois on a quelque chose à quoi se raccrocher. Par rapport à ça, il y a certaines personnes qui ont dit que ce portrait robot ressemblait énormément à son papa. C'est vrai qu'il y a toujours une team qui, même à l'heure actuelle quand je regarde parfois certains forums, qui pensent que les parents ont quelque chose à voir là-dedans. Un an après, puisqu'on n'a toujours pas d'indice, que le portrait robot ça donne rien, qu'il n'y a pas de témoignage, qu'il n'y a rien, ils se disent bon on va prendre tous les prédateurs sexuels du coin, vraiment tous ceux de la région, et voir qui aurait pu enlever Estelle. Et à partir de cette base de données là, ils ont réussi à mettre de côté 75 dossiers, ce qui est
énorme. Encore une fois, perquisition de dingue, il décide de perquisitionner ces 75 hommes, même date, même heure. Il faut savoir que la fouille a été très intense, ils ont tout fouillé de fond en comble, les ordinateurs, les disques durs, etc. Et ils ont même fouillé et regardé dans les murs en fait pour savoir si on n'y trouverait pas malheureusement un cadavre. Évidemment, comme je vous dis, c'est la disparition la plus mystérieuse pour moi de France, rien n'est retrouvé, absolument rien. Le 26 juin, Michel Fourniret est arrêté en Belgique. Et franchement, j'ai un avis très tranché sur ce personnage et ces personnages, puisque après on va en apprendre plus par sa femme, donc c'est un couple. Si vous connaissez pas cette histoire, Michel Fourniret c'est un des plus grands tueurs en série de notre génération. Hein. Il est belge et il a violé et tué énormément de femmes. Alors à l'heure actuelle encore je pense qu'on ne sait pas tout et qu'il a pas tout dit sur ses victimes. Lui-même se mélange les pinceaux entre les dates, les victimes, les vêtements, les alibis, il sait plus en fait, il en a tellement violé et tué qu'il sait même plus qui l'a violé et qui l'a tué. Mais en tout cas en fait avéré, on sait que c'est bon, il l'a confirmé, il l'a avoué il me semble, il y a 7 viols et meurtres. Chaque tueur en série a un petit peu une victime type et lui il était vraiment attiré par les pré-ado, ado, vous savez ce passage de l'enfance à l'adolescence, un petit peu entre les deux. Et en fait lui, il a de la famille vers Clairefontaine et donc de la Belgique pour aller à Clairefontaine, il passe pas très loin de Guermantes. Sachant que son mode opératoire en plus c'est de faire monter ses victimes dans sa voiture et on se rend compte aussi en l'interrogeant et puis il est vu par beaucoup de psychanalystes, de psychologues, il est vu par beaucoup de monde. Il est assez organisé, il est organisé dans sa recherche de victimes, il est organisé dans la manière de l'appréhender, dans la manière de la faire monter dans la voiture, etc. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut matcher parce que pour moi Estelle, s'il n'y a pas eu de bruit, si elle n'a pas hurlé, si c'est soit qu'elle connaissait, soit que cette personne qui l'a enlevé était organisée et avait prémédité le truc. En plus de ça, il a une camionnette blanche, donc là on se dit jackpot, c'est forcément lui. Sauf que la petite fille, je sais pas si vous vous souvenez, qui avait fait le portrait robot, qui avait été abordée 3 semaines avant Estelle, ne reconnaît pas du tout Michel Fourniret. Elle dit c'est pas lui, c'est pas ce monsieur là. Je pense qu'on a misé un petit peu trop là-dessus parce que c'est pas parce que la petite fille a été abordée 3 semaines avant Estelle par un homme dans une camionnette blanche que c'est forcément le même homme qui a enlevé Estelle. C'est sûr qu'à 3 semaines d'écart on se dit ça peut pas être une coïncidence et c'est la même personne, mais il y a des possibilités que ce soit pas du tout la même personne. Pour les enquêteurs, c'est pas Michel Fourniret parce que, encore une fois, il aime presque les adolescentes, c'est un homme qui est obsédé par le concept de la virginité. Et pour les experts, Estelle, elle était beaucoup trop jeune, puisque je vous rappelle qu'elle avait que 9 ans quand elle s'est fait enlever. Elle n'était pas encore assez près de l'adolescence pour intéresser Michel Fourniret. Pour les experts, Estelle, c'était pas la victime type de Michel Fourniret, donc c'était pas possible. Dernier point, Michel Fourniret, pour cette date-là, avait un alibi, puisque le jour de la disparition d'Estelle, il était donc chez lui en Belgique et il a passé un coup de téléphone à son fils pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. L'appel n'a pas abouti puisque le fils n'a pas répondu, mais cet appel, ça a été vérifié sur les relevés, etc. Il y a bien eu un appel de chez Michel Fourniret à chez son fils. On va en reparler à la fin de la vidéo, mais je trouve ça assez aberrant que pour un coup de téléphone, on se dise bah non, bah c'est bon, il a un alibi. Anyway. Chez lui on retrouve une cassette d'un reportage sur Estelle et dans son ordinateur on retrouve une photo d'Estelle, une photo, la photo qu'il y avait dans les médias, etc. Il dit que juste c'est une histoire qui l'intéresse, un truc qui l'intéresse et que pour une fois que c'est pas lui, parce qu'il avait dit à sa femme quand il avait vu un reportage sur Estelle au moment de sa disparition, en rigolant quand même il a dit ah bah celle-là c'est pas moi. Donc voilà, ça vous donne un petit peu une idée du personnage. Ensuite, gros coup de théâtre et ça m'a choquée aussi, j'ai vraiment été trop mal par rapport à ça. En janvier 2019 sur un site pornographique estonien, il y a une photo qui est publiée. Elle ressemble étrangement vraiment beaucoup à Estelle. En même temps, tout le monde était super content en mode putain ça y est, on va peut-être pouvoir la retrouver et retracer d'où vient cette photo, etc. Et en même temps cette photo elle faisait tellement mal au cœur. La photo qui est parue dans les médias c'était juste le visage de la jeune femme. Vous vous doutez bien que la vraie photo elle était bien plus horrible que ça parce qu'encore une fois c'était sur un site porno. On s'est dit mais quel enfer elle a vécu ou quel enfer elle est encore en train de vivre. Et finalement après le travail des enquêteurs on s'est rendu compte que la photo avait été publiée avant l'enlèvement d'Estelle. Une autre piste qui à mon avis aussi n'a pas été assez fouillée, mais après encore une fois on nous dit pas tout, c'est la piste de la communauté de Thésée. Quelques semaines après la disparition d'Estelle, il y a une femme de 38 ans qui s'appelle Florence qui disparaît. Et en fait en essayant de relier les deux affaires, on se rend compte que quelques semaines avant la disparition de Florence et quelques semaines avant la disparition d'Estelle, toutes les deux ont hébergé des Polonais pour une conférence par rapport à la communauté de Thésée. Donc pour certains, cette communauté c'est une secte, pour d'autres c'est juste un mouvement spirituel et religieux.
que tous les ans je crois il y a des rassemblements de cette communauté qui sont faits un peu partout dans le monde, et cette fois-ci, cette année-là, c'était à Paris. Et quelques semaines avant la disparition d'Estelle, sa maman a aussi hébergé des Polonais qui allaient à cette conférence. Donc on s'est dit, il y a quand même un lien de fou là, enfin, moi je trouve ça quand même incroyable. Ces deux disparitions qui sont reliées à la communauté de Thésée, c'est quand même fou. Apparemment ils ont mené l'enquête et il n'y a rien, pas d'indice, enfin pas de lien, donc non, ça serait pas ça. Encore quelque chose de bizarre, là je vous fais vraiment toutes les pistes qui seraient possibles. En 2014, il y a un ancien agent du service de voirie de Bussy-Saint-Georges, si je me trompe pas, qui témoigne et qui dit qu'il y a un de ses collègues qui est connu pour être un petit peu parfois violent, un petit peu virulent, qui traînait près d'un local municipal après la disparition d'Estelle. Mais ce témoignage il vient un peu tard parce qu'encore une fois il est venu en 2014 et que ce fameux agent qui aurait pu être un petit peu suspect s'est suicidé en 2009. Il me semble qu'il venait de perdre son travail. Le suicide peut s'expliquer par sa vie personnelle, mais on peut aussi se dire que parfois le poids de la culpabilité est trop lourd. Encore une fois, je relate des faits et les infos que j'ai trouvées, ce n'est pas mon avis et je n'accuse personne, surtout pas. Je pense que la situation est déjà assez triste comme ça, mais voilà, encore une fois, c'est une piste qui a été explorée. J'ai toujours du mal à dire son nom, alors ne vous moquez pas. Mais en 2017, on soupçonne Nordal Lelandais, donc c'est celui qui a tué la petite Maëlys et qui a au final fait beaucoup plus de victimes que juste Maëlys. Mais apparemment, au moment des faits, il était en Guyane. Et puis là, énorme rebondissement, là c'est en train de se passer en ce moment même, donc je sais pas à quel moment vous verrez cette vidéo. Si vous regardez ça dans 6 mois, sûrement que ça aura encore avancé. L'année dernière, là en fin d'année dernière, on revient à Michel Fourniret, donc qui était le tueur en série belge dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Et donc lui, il faut savoir qu'il est en prison, sa femme aussi, parce que en gros, sa femme était extrêmement complice de son mari. Elle est très près liée au viol et au meurtre, hein. Pour moi elle est autant coupable que son mari, ça encore c'est un autre débat. Donc elle a aussi pris 20 ans de prison il me semble, et lui il est emprisonné peut-être à perpétuité si je me trompe pas. En tout cas les deux sont actuellement en prison. Monique Olivier, c'est son nom, c'est le nom de la femme de Michel Fourniret. Comme ça fait un petit moment qu'ils enquêtent sur ce couple, que ça fait un petit moment que ce couple est en prison, etc. Chacun ont lié une relation bien particulière avec les juges qui sont sur l'affaire. Ils se connaissent quand même bien et c'est vrai que le dialogue est assez facile. Donc elle avoue que l'appel pour l'anniversaire du fils de Michel Fourniret, qui était passé en janvier 2003, c'était elle, et que Michel Fourniret n'était pas à la maison, qu'il a dit qu'il partait en repérage, et elle dit il n'était pas à la maison, c'est moi qui ai passé l'appel, il m'a demandé de passer cet appel, il m'a dit si tu me vois que je rentre pas dans la soirée, passe un appel à mon fils. Elle a trouvé ça assez bizarre parce que en plus pour le coup le fils de Michel Fourniret et Michel Fourniret ne se parlaient plus vraiment trop. À l'heure actuelle ils se parlent plus du tout. Mais à l'époque même son fils avait trouvé cet appel bizarre parce qu'il s'est dit on se parle jamais et là il m'appelle. Ouais, ok. Quand je me dis que ça a été pendant des années l'alibi de Michel Fourniret et que son innocence par rapport à ça était reposée là-dessus, par rapport à juste un relevé téléphonique, je trouve ça quand même fou. Elle pense que c'est lui qui a enlevé et tué Estelle Mouzin, elle dit que c'est typiquement son genre de fille. Et donc là je vais vous lire des choses qui sont assez aberrantes. Forcément Michel Fourniret a été entendu par rapport aux aveux de son ex-femme parce qu'entre temps ils ont divorcé du coup. Je le cite: ce n'est pas forcément impossible que j'ai demandé à Monique de téléphoner. Pourquoi? Je vais réfléchir, mais là je patauge. Et ensuite il a ajouté: c'est une piste à creuser. On lui a demandé son vrai alibi et il a dit qu'il en avait aucune idée et que la date ne lui fait pas tilt. Voilà. Et en fait ce qu'il faut savoir sur Michel Fourniret, c'est que c'est quelqu'un, je sais pas si on peut le qualifier d'intelligent, mais en tout cas malheureusement c'est quelqu'un qui est malin et qui est très vicieux et qui adore jouer avec les nerfs de tout le monde, des juges, des enquêteurs, etc. Il y a des enquêteurs qui sont sortis d'heures et d'heures d'interrogatoire avec lui et qui ont dit franchement c'est viscéral, on a envie de lui mettre des claques à la fin parce que on n'en peut plus, il joue avec nos nerfs, il joue avec tout le monde, il adore jouer sur les mots, il sait plus, il faut voir, en fait c'est vraiment le jeu du chat et de la souris, lui ça l'amuse, de toute façon il sait qu'il va faire sa vie en prison, il a plus vraiment grand chose à perdre. Il y a beaucoup d'experts qui ont dit aussi que lui de toute façon à la minute où il sortait c'était sûr qu'il recommençait, donc j'espère qu'il va rester enfermé toute sa vie, mais ça l'amuse en fait de laisser sous-entendre que c'est lui mais sans vraiment dire que c'est lui, d'avouer mais à demi-mot. J'essaierai de vous retrouver la date, mais il faut savoir, il me semble qu'il était en prison. Donc quand il y a déjà quelques personnes qui commençaient à le soupçonner de l'enlèvement et du meurtre d'Estelle Mouzin, il avait demandé à rencontrer le papa d'Estelle Mouzin. Il commençait à être soupçonné, mais c'était pas comme maintenant où là on est pratiquement sûr qu'il y a un lien. Un peu de lui-même, il s'est relié tout seul à l'histoire en faisant ça en fait, en demandant à rencontrer ses parents et plus particulièrement son père. Pourquoi il voulait les rencontrer, qu'est-ce qu'il voulait leur dire, on ne saura jamais puisque du coup cette rencontre n'a pas eu lieu. Peut-être qu'il voulait avouer, peut-être qu'il voulait aussi sûrement se vanter et faire encore plus de mal et jouer avec
avec les nerfs des parents, à mon avis c'est ce qu'il voulait faire. En faisant des recherches j'ai trouvé aussi que ce fameux Michel Fourniret, il avait en fait il avait beaucoup d'argent apparemment, et dans une propriété il avait un grand jardin, un grand terrain, plutôt on va dire un terrain, qu'il a divisé en plusieurs parties. Il a vendu certaines parcelles de terrain et il a gardé une petite parcelle à lui. Et il a interdit à tout le monde par acte notarié, il me semble qu'on dit ça, mais en tout cas devant un notaire etc, c'est noir sur blanc, tout le monde avait interdiction de creuser, de construire ou d'enlever le pommier. Personne ne pouvait toucher à ce jardin. C'est certain en fait, connaissant le personnage, qu'il y a des trucs là-bas. J'ai quand même vu dans des articles de journaux qui sont voilà, bien renseignés etc, que ce jardin avait été fouillé. Seulement la juge d'instruction en charge de ce dossier n'a pas souhaité communiquer sur les éventuelles découvertes. C'est assez bizarre qu'on n'ait pas de résultat par rapport à ce jardin, je trouve ça vraiment très particulier. Ce qu'il faut savoir c'est que Michel Fourniret il avait l'habitude, en fait il était assez bricolo et il sait enterrer les choses très profondément, puisqu'apparemment il avait même enterré une de ses caravanes. Il le creusait vraiment des mètres et des mètres et des mètres, et apparemment quand ce jardin a été fouillé, ils ont creusé genre 1, 2, 3 mètres mais pas plus loin. Il y en a qui disent que Michel Fourniret, comme il est assez narcissique etc, il veut juste se tirer la couverture en fait en faisant, vous savez, des demi-aveux, en disant oui je sais pas, c'est une piste à creuser etc, parce que les années là précédentes on a énormément parlé de Lelandais, tout le monde a eu peur de Lelandais et il a commencé à avoir ce statut de tueur en série, et du coup on a moins parlé de Michel Fourniret. Donc est-ce qu'il ferait pas ça pour qu'on parle plus de lui et voilà, et monsieur va être la star des tueurs en série, je sais pas, c'est fortement possible aussi. C'est la fin de l'histoire en fait, il n'y a pas d'indice, il n'y a rien. Quand je vous dis que vraiment c'est une disparition mystérieuse, c'est juste hallucinant. Donc là je vais vous donner les théories que j'ai vues, les théories des gens sur les forums, les théories peut-être des policiers, et aussi pour ma curiosité personnelle, et puis je me suis dit que ça pourrait être bien de le dire dans la vidéo, même si effectivement c'est pas... Enfin moi je le prends au sérieux parce que j'y crois, mais encore une fois il y a des gens qui veulent se tirer la couverture et puis il y a des gens qui croient pas. J'ai aussi été voir des forums de médiums, de voyants, de gens qui tiraient les cartes etc, pour voir un petit peu leur ressenti face à cette affaire, mais c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Donc première théorie, la communauté de Thésée, est-ce qu'elle aurait pas été enlevée par cette communauté et emmenée en Pologne ou que sais-je. Il y a aussi la théorie du trafic humain, elle a été enlevée soit pour... faire partie d'un réseau de pédophiles, soit qu'on prenne ses organes, etc. Parce que ça arrive malheureusement. Il y a aussi une théorie qui dit que cet enlèvement et tout ça, toute cette affaire, c'était vraiment visé parce que après Estelle, il y a pas eu d'autres enlèvements ou disparitions dans cette région dans l'année à venir etc. Donc est-ce que c'était pas juste Estelle qu'on voulait? Il y a aussi la théorie de l'accident de voiture. Il faisait noir, il faisait froid, il y avait du verglas et de la neige. Est-ce que quelqu'un aurait pas malheureusement renversé Estelle? Avec du verglas tu peux facilement quand même glisser en voiture, un accident c'est vite arrivé. Est-ce qu'ils l'ont pas renversé sans faire exprès et puis ils l'ont embarqué pour pas aller en prison, je sais pas, pour pas se faire arrêter. Il me semble qu'il y avait un témoignage d'une personne du village qui avait vu une voiture partir en trombe d'un coup. C'est le seul témoignage qu'on a eu, mais il me semble que toutes les voitures de ce type là, pareil, ils ont fouillé etc, ils ont rien retrouvé. C'est vraiment le seul truc qu'on a par rapport à une voiture. Si vous êtes concerné de près ou de loin par cette histoire et que vous n'avez pas envie de savoir ce que les médias, voyants etc disent, peut-être qu'il faudrait quitter la vidéo, mais il y a beaucoup de personnes qui ressentaient, qui voyaient des murs, qui la voyaient emmurée, qui voyaient son visage dans des murs, vraiment dans des briques etc. C'est ce que beaucoup de gens voyaient. Il y a beaucoup aussi de gens qui parlaient de livres, j'ai plusieurs fois vu, et sur des forums différents, c'est des personnes différentes, des personnes qui parlaient de livres, de bouquins, qui parlait de froid, un froid extrême, très froid. Ça c'était la petite touche un peu voyance, je sais pas s'il y en a qui s'y connaissent là-dedans. Mais voilà, c'est l'histoire de la disparition d'Estelle Mouzin, c'est tous les éléments qui ont été un petit peu retrouvés, rassemblés, toutes les théories. J'ai vraiment essayé en détail de tout vous retracer et encore une fois, moi c'est une histoire qui me fait vraiment de la peine. Ses parents me font beaucoup de peine. Il faut savoir que son père, ça fait 17 ans qu'il est là-dessus et qui va prochainement, ou il l'a déjà fait, attaquer l'État pour faute lourde parce que pour lui le dossier a pas été traité correctement. Sa maman, elle, a déménagé extrêmement vite après sa disparition, elle est partie s'installer en Afrique. C'est un ressenti hein. Mais je sais pas si un jour on pourrait pas la retrouver vivante en fait. Alors évidemment il y a 95% de chances qu'elle soit morte malheureusement, mais il y a quand même 5% où je me dis
peut-être qu'elle est encore vivante, c'est déjà arrivé notamment avec Natacha Campouche, voilà, des filles qui sont enlevées et qui sont séquestrées et qui ne sont pas mortes en fait. En tout cas j'espère qu'un jour on saura la vérité et au moins que sa famille puisse faire vraiment son deuil et lui dire au revoir correctement et savoir pourquoi, par qui, comment, c'est ultra important. Et voilà, comme ça fait 17 ans, et bah forcément c'est une histoire dont on entend moins parler, même si c'est vraiment la disparition, l'enlèvement le plus connu en France. Comme je sais qu'il y a des plus jeunes qui me regardent, il y en a sûrement qui étaient même pas nés en fait quand ça s'est passé, donc bah voilà, maintenant vous connaîtrez cette histoire et puis on sait jamais qu'un jour on en sache plus. Faut savoir que là actuellement Michel Fourniret et sa femme Monique Olivier sont toujours entendus, il y a toujours des interrogatoires en cours, etc. Michel Fourniret a été mis en examen il me semble pour enlèvement et séquestration suivie de mort par rapport à Estelle Mouzin, donc voilà, c'est un peu le suspect numéro 1 et le coupable pour tout le monde, mais j'avoue que tant qu'il n'y aura pas d'aveu de sa part et qu'on retrouvera pas le corps d'Estelle, pour moi c'est quand même à prendre avec des pincettes. Je vous l'ai dit, il est très joueur, donc on peut pas être sûr à 100%. Mais voilà, c'était l'histoire d'Estelle Mouzin, ça me tenait à cœur et j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a plu de passer ce moment avec moi et puis que vous en aurez appris plus. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez ou pas cette histoire de disparition. Et puis évidemment dans les commentaires, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'abord votre avis sur la vidéo et aussi vos théories. Quel est votre avis par rapport à ça? Qu'est-ce que vous pensez? N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces vers le haut si cette vidéo vous a plu et surtout si vous voulez en voir d'autres. J'aimerais trop vraiment en faire plus en 2020, donc c'est là que j'ai besoin le plus possible de vos retours, n'hésitez surtout pas. Sur ce, moi je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la prochaine et surtout prenez soin de vous. Ciao.